est à son comble. Salut Joselito. Salut Philippe. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, j'ai balancé un post, c'est très rigolo, j'ai envoyé, j'adore, j'aime beaucoup LinkedIn parce qu'en fait, euh, j'attendais le tramway, d'accord, et Ça commence fort. j'ai vu une ligne jaune où il y avait marqué patienter ici, et d'un seul coup j'ai tilté que j'avais 50 balais et que en fait, on te- de ce qu'on dit, hein, tu sais, je sais pas, j'entends souvent, je vois souvent passer des posts sur LinkedIn, t'as 50 ans, t'es mort, faut attendre ici, et il faut attendre que tous les jeunes passent, etc. Faut Tu attendre sais, la mort. faut attendre la mort aussi, machin. Et tu sais, je me suis senti pas concerné du tout, et d'un coup, je me suis dit, mais, euh, mais en fait, il n'y avait pas la blockchain là en 71 quand je suis né. Ça se trouve, je suis pas né en 71. Enfin, je suis pas censé faire confiance à tous ces gens qui ont écrit quelque chose sur un papier en disant que j'étais né ce jour-là. Je m'en Tout à souviens fait. pas. Ma belle-tante Donc, a ce problème. Son père voulait pas payer, elle est née en Thaïlande, et son père voulait pas payer l'état civil parce que ça coûtait de l'argent. Et donc elle a pas été déclarée la bonne année. Donc elle est plus jeune sur le papier qu'en vrai. Comme elle fait aussi plus jeune qu'à son âge, c'est parfait. alors c'est très rigolo parce qu'en fait, j'ai un livret de famille. C'est ce qui est très bizarre. Toi, C'est que tu sur connais les problèmes d'état civil en plus, Joselito. déjà, ouais, il y a ça. Et puis en plus, j'ai découvert, euh, quand je me suis marié, il y a de ça quelques années, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, tu peux me passer le livret de famille? Et j'ai réalisé qu'en fait, sur le livret de famille, il est noté que je suis né en 1972. Euh, tu vois, bref, je Il y a sais un pas trop. doute. Il y a un doute. Bon, et je lis ça et j'envoie un post. J'attendais le tram comme un con, tu vois. J'étais parti pour aller sur un salon et je fais une photo, voilà, une photo de mes pompes avec marqué patienter ici et je balance le truc en mode, ouais, quand t'as 50 balais, t'es has-been, blablabla, t'es mort, tu peux rien faire. Et je me suis posé la question parce que là, j'arrive en fin de mission et évidemment, autour de moi, on me dit, bah alors tu repars sur une mission, t'as 50 balais, faudrait peut-être chercher un job, faudrait te penser à te caser, fais une petite ligne droite, 14 ans, la retraite, tout un bordel où je me sens mais vraiment pas concerné dans l'absolu. Et, et en fait, je me dis, ok, je vais chercher. En fait, je vais chercher une mission, job, machin. Après, je m'en fous, CDD, CDI, portage salarial, au black. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas mon sujet. Ce que je veux, c'est un truc Niveau excitant. retraite, t'es foutu de toute façon. De toute façon, niveau retraite, c'est mort, c'est plié. J'ai fait trop de conneries d'entrepreneur à pas cotiser parce que tu mets des thunes dans de la pub, tu fais autre chose. C'est mort, on oublie. C'est la faute de la pub. Et là, en fait, je termine la mission, donc je dis au client, bah, c'est quoi le next step pour toi, en fait, comment tu vas faire le truc? Et là, je sens une espèce de complication bah, je sais pas en fait, c'est-à-dire est-ce que je prolonge. Il y a eu le débat de alternant, stagiaire, est-ce que je prends une agence, On est-ce va en que je machin. parler de ça. Et, et, et puis en même temps, ma semaine était intellectuellement intense, se pose la question, parce que je pars sur une blagounette en disant eh vas-y, et si je mets direct sur LinkedIn, bonjour, je cherche une mission, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, whatever, à tel contexte, c'est-à-dire 4/5e, parce que je tiens vraiment à garder un temps pour moi et à faire mon truc, et puis mon salaire, une rémunération, salaire, rémunération, peu importe, en disant bah finalement, voilà, si tu me veux sur un contrat de mission, bah, c'est une sorte de CDD, c'est temps. Si tu me veux machin, c'est temps. Tu vois, un truc dans le genre. Et là, j'ai eu droit, mais ça va pas la tête, Joselito. Euh, N'annonce pas un chiffre, laisse l'autre venir, parce que ça se trouve, tu peux gagner beaucoup plus, ou parce que ça se trouve, tu Toujours, peux faire toujours, hein, les ceci. problèmes de la négo. Mais en fait, c'est complètement con parce que, alors on va parler offre et demande aujourd'hui parce que moi j'ai vu passer des posts aussi sur les questions de prix. Mais regarde, tu mets un chiffre, t'as 4 personnes qui viennent et qui te volent à ce chiffre-là, bah tu changes le chiffre et puis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un, enfin ça va quoi. Mais voilà. Donc en fait, je me suis dit, mais alors, attends, parce que c'est très rigolo dans le sens où, de l'autre côté, alors, parce que là, c'est un peu marketing. Il y avait aussi le sujet de la gestion de projet. En gros, c'est de dire, mais combien
combien coûte quelqu'un qui va piloter un projet, c'est-à-dire faire en sorte que quelque chose aboutisse, d'accord, une idée. L'étude Robert Half, là, hop, placement de produit. Et je me dis, merde, j'en sais rien, moi, combien. Enfin, et je vois bien cette difficulté. Et alors là, t'es parti. Les agences, ah ouais, mais ça coûte cher. Les freelances, ah ouais, mais ça coûte cher. Ah ouais, mais un Joselito en CDI full-time, ah ouais, mais ça coûte cher. Ah, mais un Joselito en mission, en portage salarial, ah ouais, mais ça coûte cher. Et en fait, ça coûte cher, ça coûte pas cher, j'en sais rien. Ça crée de la valeur ou ça crée pas de la valeur. Alors, si un Joselito, ça crée pas de valeur, bah, on s'en fout. Mais et j'ai le sentiment, Philippe, que responsable web marketing. Il y a une espèce de flou artistique, alors que j'ai l'impression que chez les ingénieurs, par exemple, je dis ça parce que voilà, je vis avec une ingénieure, c'est un peu plus structuré quelque part. Il y a une négociation qui est possible, mais quelque part, le marché semble un petit peu plus structuré. Tu as tant d'années d'expérience, tu maîtrises tel truc. Les ingénieurs sont des gens plus structurés que les marketeurs, mais on aura tout vu. Donc voilà, j'ai une espèce de flou. Je suis... c'est quoi ? J'allais dire une blagounette parce qu'il y a un autre truc qui m'a exaspéré cette semaine. Je ne sais pas si c'est une épidémie, mais j'ai l'impression que sur Facebook, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, il y a une épidémie du coup. Je ne sais pas pourquoi les copywriters, du coup, il y a des du coup partout, tout le temps. Écoute, si ça nous libère des tellement. Voilà, ma petite semaine. Alors, du coup, on va tellement parler. Tellement, Joselito, tellement. Mais tellement. J'en ai parlé aux grosses. Et que disent les grosses alors sur ce sujet-là ? Que disent les grosses ? Alors, on va pas parler grosses, mais... Ah si, j'ai vu passer un gros... J'en peux plus. Un gros cette semaine a écrit... Attends, est-ce qu'il s'annonce grosse ? Non, il s'appelle pas grosse. Ah. Il s'appelle pas grosse, alors soyons... Non, alors Thibault Louis, qui... je sais pas qui c'est, mais je le suis depuis longtemps, je l'ai en contact. Du coup, qui est Thibault ? Alors, est-ce que c'est un... Je suis choqué des prix pratiqués par certains... Non, il dit tellement choqué, pardon. Mon cerveau a éliminé le tellement, donc il y a bien un tellement. Je suis tellement choqué des prix pratiqués par certains freelances. Quand j'ai monté mon entreprise, je n'avais aucune idée de ce qui se pratiquait dans le secteur en termes de prix. J'ai estimé en fonction du temps passé, de ma crédibilité, de la valeur apportée. C'est normal, je rencontre mes pairs, je demande des prix, et c'est le drame à Vancouver. Du coup, la rime s'en va. Certains sont tellement allergiques aux négociations. Ah bah voilà, allergiques aux négociations, qu'ils préfèrent mettre un prix indiscutable. Alors toi, tes potes, c'est l'inverse. Ils veulent surtout pas mettre de prix. Blablabla. Une politique de prix bas amène des gens qui viennent là pour ce critère précis. Ils ont cette élégante particularité de tout négocier et de vous faire chier pour n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai ? Alors d'expérience, c'est pas faux. Pas toujours, il y a des gens qui demandent des prix bas et puis qui s'y tiennent et qui sont pas chiants pour autant. Au contraire, qui sont même plutôt, disons, qui ont conscience d'avoir obtenu une fleur et qui sont respectueux en face. Donc j'ai eu les deux cas, c'est pas systématique, j'ai eu les deux cas, j'ai eu des gens qui négocient tout. Je pense qu'on peut faire la différence en amont. Vous devenez interchangeable et ne gagnerez jamais le jeu du moins cher. Bah si, il y a bien quelqu'un qui gagne le jeu du moins cher, en plus de casser le marché. On va parler de Frédéric Bastiat, d'économie et de marché juste après. Et comme j'aime bien dire, si ça ne tousse pas un minimum en face, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Alors si ça tousse pas un minimum en face, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Ça, c'est de la mentalité de freelance. Et c'est pas faux quand on est freelance. C'est sûr que s'il n'y a pas du tout de discussion, c'est qu'on n'est pas assez cher. En même temps, pour un freelance, c'est normal. Pourquoi c'est normal pour un freelance ? Parce qu'on est des places de parking, copyright Oussama, et une place de parking, c'est une capacité limitée, comme des sièges d'avion, des places de concert, etc. Donc il faut que ça soit un peu la lutte parce que la place est limitée et comme te disaient les gens, bah attends, peut-être que tu pourrais avoir plus. C'est vrai que tu peux toujours avoir un peu plus, surtout quand tu es freelance. Donc souvent on va voir les freelances qui vont dire ah bah je vais doubler mes prix, je vais redoubler mes prix. On se dit mais double tes prix, augmente tes prix et les freelances vont aller prendre le plus qu'ils peuvent prendre. Mais ça ne marche que pour le freelance qui est une personne et qui est limité. Si tu es une entreprise, c'est différent parce qu'en tant qu'entreprise, Jeff Bezos, ta marge est mon opportunité. Et la superbe étude de cas de Peter Drucker de Dupont, il faudra que je commence à partager mon écran. La superbe étude de cas de Peter Drucker sur Dupont, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il nous fait les 5 péchés capitaux du business. Et l'un d'entre eux est prendre autant que ce que le marché peut payer.
Mais le problème de ça, même à l'échelle d'une agence, en fait, c'est que du coup, t'es dans la négo. Donc, comme il dit, les gens mettent un prix indiscutable parce qu'ils sont allergiques à la négo. C'est une erreur stratégique en tant que freelance, probablement. Quoique, le temps passé à négocier n'est pas forcément rentabilisé par le gain supplémentaire, en fait. Et a fortiori sur une boîte plus grosse, où ce qu'on veut, c'est réduire la friction, avoir du flux. Donc, toi qui est maintenant quinca et donc super cher, qu'est-ce que t'en penses? Je suis perdu, moi, là-dessus. Franchement, j'ai pas Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que... moi, j'ai une vision... Pardon, je vais faire du bruit. Ça va craquer ma vieille chaise de quinca en bois craque. Un jour, je récupère. J'adore le ta marge et mon opportunité. En fait, j'adore. Je l'ai écrit pour que ça me rentre dans le sang. J'ai besoin d'écrire dans ce cas-là pour que ça rentre. Mais c'est pour ça que j'ai pris mon stylo. Parce que ta marge et mon opportunité. Ce que je sais, le côté t'es freelance, tu doubles tes prix, machin. Pour moi, le prix a un autre levier. Mais parce que c'est dans le marketing, je suis trop confronté, on est trop confronté à des clients qui pichent pas la valeur du marketing et c'est un peu comme... T'as dit le prix est un levier, le prix fait partie du marketing, la base du marketing, année 1 d'école de marketing, si j'en avais fait une je le saurais, c'est les 4P, et les 4P c'est le prix c'est un composant du marketing. Mais clairement, pour moi c'est... alors... Évidemment, je suis un vieux commercial, donc cher, ça veut rien dire du tout. Cher tellement et du coup c'est la même, ça n'a aucun sens. Cher, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, ce matin, on était en train de regarder l'expérience client quand tu vas sur le site internet de Ferrari, ok. Et on est en train de regarder une Ferrari familiale 4 places. Tu peux tout customiser et il y en avait pour 76 000 euros d'options, les tapis de sol à 5 000 euros pour une bagnole à 166 000 euros. C'est génial, tu customises complètement ton... 166, c'est une familiale, c'est une vraie 4 places, donc forcément, c'est pas très cher. Et tu as 70 000 balles d'options, dont 5 000 balles de tapis. Et moi, je dis à mon pote, franchement, déconne pas, va chez Noroto, hein, si tu veux des tapis de sol pour ta bagnole. Et là, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et tu te poses la question de... Cachette des AirPods, quand même. Quelle est la personne qui achèterait une Ferrari à 200 000 balles et qui irait chez Noroto acheter des tapis de sol? Franchement, mais pourquoi pas, en fait. Mais... Par contre, ce que je sais, c'est que ton prix a un impact sur ton interlocuteur, soit parce que, comme le psy, c'est parce que tu payes que ça marche. Ça l'oblige. Quand tu es cher, aussi, ouais. Comme les coachs, quand ça pique un peu, comme il dit quand même, ce côté de si ça couine pas un petit peu, là où ça tousse pas un peu, quand ça tousse un peu, ça oblige l'individu en face à s'impliquer, à donner une valeur. Parce qu'elle n'est pas toujours perceptible dans nos activités, parce que ça prend du temps, parce que c'est pas évident. Il y a un truc que j'ai constaté, t'as écrit dans un article là, que tu vas publier, les idées sous la douche en fait. Je me suis rendu compte que sur une mission longue, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une mission longue, et sur une mission longue, il y a tout ce que tu diffuses chez ton client tout au long de 12 à 18 mois, tout ce que tu vas diffuser auprès d'autres collaborateurs, auprès de la structure, c'est comment tu valorises ça en fait. Ce matin, j'étais chez mon client et là, j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, on va utiliser Notion ». Je dis « Waouh, ça fait 6 mois que j'en ai parlé ». Il a fallu que j'en parle à plusieurs personnes, machin. C'est pas dans le cadre de mon job, d'accord? C'est pas dans le cadre de ma mission, c'est pas dans mon mandat. Néanmoins, le no-code, c'est quelque chose qui a infusé chez ce client en 12 mois. J'ai réussi à infuser cette notion de no-code. Parce que toi, tu m'as parlé de Bubble, parce qu'on a mis en place Bubble comme base pour créer un outil, un produit. Et Bubble, Notion, Airtable, blablabla, blablabla. Et en fait, je me dis, tiens, c'est marrant, je termine une mission et finalement, ce qui va rester, c'est le no-code.
Et Bon, ça, no tu code, peux. ouais, Notion, c'est même pas du no code, quoi. C'est de la doc. Je le mets dedans. Notion, aujourd'hui, tous ceux qui parlent de no-code te disent, bah voilà, tu as Webflow, Airtable, Zapier, machin, et tu as Notion qui vient se greffer dans cet écosystème un peu des no-codeurs. Vraiment à la Euh, limite. Ouais. donc, Bon, alors du coup, est-ce que nous, on est du côté des commodités à l'Amazon et c'est le moins cher qui gagne, barato? Est-ce qu'on est comme des freelance et on tape le plus cher et en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on achète? On achète du freelance, on achète du freelance via une plateforme, on achète de l'agence. À la fin, ça revient au même prix, c'est moins cher. Et pourquoi on paye l'un plutôt que l'autre? tu vois, je pense que plus que c'est cher ou c'est pas cher, la difficulté qu'ont les freelances, qu'ont les agences, qu'ont les consultants en mission, quand tu fais pas partie d'un gros cabinet de conseil, d'une grosse agence, etc., quand tu es une structure plus petite et que tu t'adresses à des structures à ta taille, des PME, la difficulté dans la négociation, c'est pas le prix, c'est la compréhension de la valeur. C'est Ouais. la compréhension du prix. Euh, Tu parles d'un freelance qui va être payé à l'heure éventuellement versus quelqu'un, un consultant qui va faire une mission longue durée et qui va apporter de la valeur dans les interstices, qui n'a rien à voir avec une agence. Et je pense que c'est plus ça qui a besoin d'être détaillé. Et c'est Mm. plus là où les dirigeantes et dirigeants de PME ont du mal parce que eux, ce qu'ils achètent, c'est du salarié en fait. La Ah oui, c'est ce qu'on vend. plupart du temps, c'est soit tu es un fournisseur, soit tu es un salarié. Et en tant que salarié, eh ben, on sait que voilà, je t'achète, c'est un prix par mois, c'est toute l'année pendant 10 ans, c'est plutôt stable parce que les augmentations, il n'y en a pas tant que ça. Et on sait qu'on a l'intuition qu'avec le temps, euh, tu vas avoir de plus en plus de valeur. J'ai des gros doutes sur le sujet, mais pourquoi pas, on peut en C'est pas parler. mécanique, c'est C'est possible, c'est pas souhaitable, mais c'est mécanique. pas mécanique. Au passage, Voilà. Drucker a quand même dit aussi l'inverse, enfin pas l'inverse, il a tempéré ça en disant un autre péché capital, c'est d'avoir comment dire, des tarifs basés sur les coûts. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Quand tu as l'impression de juste acheter des heures d'être humain et peu importe en fait le niveau, etc. Et là on parlait de talent l'autre jour avec Morgan, lien en dessous. Là, c'est l'opposé, quoi. C'est j'achète de la viande, j'achète du temps de cerveau au moins cher que je peux, et pricer comme ça, donc pas avoir une offre claire, pas avoir une offre basée sur la valeur, c'est pas bon non plus. D'ailleurs, c'était la réponse que m'a fait Thibaut. Alors, je lui disais, c'est un discours un peu courant, mais quand même discutable. À la fin, c'est le marché qui tranche. Parce qu'à la fin, c'est ça, c'est est-ce que tu sais expliquer ce que tu vends et est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'acheter? Donc, tu m'as dit tout à l'heure, en tant que commercial, je sais que ça veut rien dire. Bah, c'est ça, c'est le marché. Et lequel des deux est le plus efficace? Donc En quand fait, Jeff Bezos dit ouais, je vais te prendre l'exemple le plus con. J'habite Montpellier. Montpellier, tu cherches un directeur marketing. Aujourd'hui, tu cherches un job de directeur marketing à Montpellier. Tu prends un ticket, tu fais la queue. D'accord? Il y a très très peu d'offres, beaucoup de demandes. Il y a plein de consultants, de freelance, alors c'est de l'inverse. Il y a salariés. beaucoup Voilà. d'offres et peu de demandes. Pardon, il y a beaucoup d'offres et pas de demandes. Mais si tu dis à Montpellier, écoutez, en plein temps, je dis n'importe quel chiffre, hein. Je dis voilà, je veux 3500 balles par mois plein temps. Ouais, putain, tu déconnes, machin, tu te rends compte quand même, t'es à Montpellier, t'as la plage à 7 km, t'as les punks à chiens, ça pue la piste sur les trottoirs. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ça le fait pas. Maintenant, tu vas à Paris, tu dis, eh bonjour, 3500 balles à plein temps pour un directeur marketing senior, vous prenez? Mais les gens, ils te sautent dessus en vrai. Donc, Non, ils ne sautent pas dessus, ils ne te prennent pas au sérieux. ah voilà, ah bah voilà, on y est. Pourquoi? Alors, ce que me disait le contexte, Le euh, contexte. on est dans un Parce pays qu'il y a un marché. centralisé où il y a un marché qui n'est pas le même ailleurs. Euh, alors, juste quand même la réponse que me faisait Thibaut qui est très bonne, c'est d'où l'intérêt de créer un marché où tu es tout seul. Escape competition through authenticity because there is no one that can compete with you at being you. Donc ça c'est plutôt du naval. Et si on remonte encore, on a fait un épisode, on parlait de benchmark, arrêtez de regarder les autres. De Peter Thiel à René Girard, son mentor intellectuel. Euh, c'est toute l'idée, arrêtez de vous copier les uns les autres, ce qui fait que vous êtes toujours en compétition, ce qui fait que vous allez toujours au moins 10 ans. Trouvez là où vous êtes unique. Et alors ça c'est en tant que personne, hein. Donc en tant que personne je pense que ça c'est vraiment la voie à prendre. En tant qu'entreprise c'est un peu différent et je reviens comment dire, Drucker et puis qui je disais avant
Euh, Les Bezos. Peter Thiel de Naval et de Bezos. Ma Non. marge est ton opportunité. Naval d'un côté avec sur l'authenticité et être unique avec Peter Thiel Hmm. et Girard, et d'un autre côté Bezos et Drucker avec la marge. Ce que dit Drucker, c'est que tu crées une opportunité sans risque en fait quand tu as une marge qui est trop élevée. C'est-à-dire que l'autre il peut attaquer, s'il réussit, il est sûr que ça vaudra la peine. Donc c'est le Hmm. risque d'une marge trop élevée en fait. Et il donne l'exemple de Dupont qui avait réussi à pas prendre autant que ce qu'ils auraient pu, mais du coup ils sont toujours restés en tête quand ils ont inventé le nylon et qu'ils l'ont diffusé. Et tous les ans ils baissaient un peu les prix. Donc déjà ils n'ont pas commencé au plus haut, et ensuite ils ont une courbe qui fait que personne n'a jamais pu les attaquer correctement, parce que la marge n'était pas assez pour justifier la R&D des nouveaux entrants. T'as la même pour un individu, ça s'appelle les cliquets en économie, ça s'appelle la notion de cliquet en fait. Et si tu acceptes d'avoir une rémunération qui est un peu en dessous de ta valeur ou du marché, Ouais, économiquement, tu peux monter et descendre, tu peux gagner beaucoup ou gagner peu, t'es pas contraint. Quand tu es parisien et que tu es habitué à gagner beaucoup d'argent, avoir une très grosse rémunération, si tu as une emmerde, un truc, je sais pas quoi, et que tu dois descendre, ton niveau de vie fait que tu vas vraiment, vraiment galérer. Ça, c'est mon truc dans la vie. Gagne toujours moins que ce que tu peux, ce qui te donne beaucoup de liberté par certains aspects. Je suis pas sûr que ce soit une bonne tactique, ceci dit. pas tout à fait, parce qu'après, enfin, tu mélanges deux choses là, je pense, qui est Possible. la valeur sur le marché, c'est-à-dire un peu le principe de Peter, tu vois, le risque d'arriver à ton niveau d'incompétence. Mais si t'es payé un peu moins que le niveau officiel, c'est pas grave si t'es pas encore arrivé à ce niveau-là, ça te laisse le temps de l'atteindre. Et il y a un autre problème que tu décris, je pense, qui est plus ce qu'on va appeler le lifestyle creep ou comment c'est, ajustement hédonique ou je sais pas quoi. Comment on appelle ça? Ouais, on va dire ajustement hédonique, c'est-à-dire que tu gagnes plus, tu dépenses plus, tu gagnes plus, tu dépenses plus. Et hop, et d'un coup tu gagnes moins, tu peux plus gagner moins. Tu vois? Et donc pour moi c'est deux problèmes séparés. Il y a le problème de ta valeur sur le marché, et qui est un problème de Mhm. levier, de négociation. Et tu as un autre problème qui est le problème de liberté, qui est lié au fait que je dépense tout ce que je gagne, donc je peux pas me permettre de redescendre. Et derrière, Mhm. ça joue aussi sur ta capacité de négociation, bien sûr. Donc c'est deux problèmes qui sont liés, mais qui sont quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, t'as raison. Bah alors comment j'achète mon marketeur là, parce que on s'éloigne du truc. Moi j'étais quand même parti dans l'idée dans cette histoire de prix, de marché, de freelance, d'agence. C'est un sacré gloubi-boulga. Comment je m'y retrouve Attends, moi je veux surtout savoir à combien on doit vendre, quoi. Est-ce qu'on doit être cher ou pas cher? Ah, est-ce qu'on doit être C'est le cher ou pas dilemme cher? Toi éternel. tu Est-ce qu'on doit être vois, cher ou pas cher? mais ça veut rien dire cher ou pas cher. Ça veut toujours rien dire cher ou pas cher. T'as les moyens de tes ambitions. C'est Je ça. sais pas. Et à la fin, c'est le marché qui tranche. C'est le marché qui tranche. Donc, tu vois, à Montpellier, un directeur marketing, c'est 3000 balles ou 4000 balles. À Paris, c'est la même valeur, le même job, c'est 6000. Tu sais pas pourquoi, enfin, tu sais pourquoi, soi-disant le prix du loyer, du machin, du bidule, de tout un délire de je sais pas où. Euh, Parce qu'à Montpellier, on ne paye pas de loyer. Euh, donc, tu vois, cher, pas cher, j'en sais rien du tout. Je vais refaire une Euh, minute Wikipédia parce qu'il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui était un libéral du 19e siècle en France. Et oui, il y a eu des Français libéraux à une époque. Et à l'époque, il y avait énormément de débats sur le protectionnisme. Il y avait les Montebourg de l'époque. Et donc c'était, est-ce qu'il faut protéger les producteurs ou protéger le consommateur? Et il a tout un truc où il dit, bon, à la fin, dans la société, on est tous à la fois producteurs et consommateurs. hmm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'un ou l'autre? Ou des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre? Et ce qu'il dit, c'est qu'à la fin, regarde vraiment si tu prends le souhait final de l'un ou de l'autre, lequel est le plus conforme aux intérêts de la société, si tu veux. Qui est antisocial, qui est prosocial. Et j'adore cette méthode de se dire, ok, si je pousse la logique jusqu'au bout, à l'extrême, qu'est-ce que ça donne? Et je l'utilise maintenant dans plein de sujets parce que c'est toujours très révélateur. Et donc lui, il te dit, bah regarde, si tu prends le producteur, mettons un vigneron ou un mec qui fait pousser du blé, qu'est-ce que lui l'intéresse? C'est que les prix montent, comme ça il sera plus riche. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que les prix montent? Plus de demandes, moins d'offres. Donc il dit, s'il y a je sais pas, une bonne gelée, la moitié des raisins sont détruits, mais pas les tiens, ton vin va valoir 2 fois plus cher cette année. Cool. Et tu dis, bah, c'est de l'économie, le producteur est plus riche, il va nourrir tout le monde. Mais c'est quoi la vérité de cette situation où il y a plus d'offres et beaucoup de demandes? Ça s'appelle la disette. La Hmm. disette, c'est pas quelque chose de très sympa pour la société.
Et vice-versa, quel est l'intérêt du consommateur? C'est que ce soit toujours moins cher. Barato, barato, barato. Et là, c'est quoi? C'est l'abondance. Tout est gratuit, tout est libre. Donc, il dit, si tu pousses la logique jusqu'au bout, l'intérêt du consommateur est toujours plus conforme au bien-être social que l'intérêt du producteur. Donc, il ne faut jamais protéger les producteurs. Et donc, Amazon et Jeff Bezos est un grand bienfaiteur de l'humanité. J'ai eu tort de culpabiliser samedi au moment d'acheter ma tablette à la Fnac. Je savais que ça aussi, ça allait faire tilt. J'étais mort de... c'est ça le truc, quand je suis sur LinkedIn, je taquine. Soit je suis acerbe, soit je taquine. Mais c'est pour ça que moi, je vois l'intérêt de mes clients à chaque fois, en fait. C'est pour ça que mon sujet, c'est pas d'être cher ou pas cher, ou je sais pas quelle connerie. Moi, mon intérêt, c'est qu'on me foute la paix, en fait. En tant que marketeur, ce que j'ai besoin, c'est d'être absolument pas emmerdé sur un espèce de ROI personnel, oh putain, t'as vu ce que tu rapportes, tu coûtes cher, ta valeur, je sais pas quoi. Donc, en fait, ça, c'est mon intérêt à moi, c'est ça, c'est de dire, ok, est-ce que tu es content de payer ce prix-là pour que je sois chez toi, dans ta boîte, à faire ce que je suis en train de faire? Ouais, très bien. Est-ce que c'est un sujet sur lequel on peut après ne plus avoir à revenir du tout? Mais parce qu'en tant que José Lito, ceux qui me connaissent savent que derrière ça, je plug automatiquement ma rémunération sur le compte de ma femme qui gère totalement mon argent. Donc, j'en ai rien à foutre. Ce que j'ai besoin, c'est de bosser, c'est de travailler l'expérience client de mes clients. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, c'est voilà, subalterne. José Lito, peu importe combien il gagne, tant que vous lui filez du travail, il est content. Voilà, c'est ça. Il y a un minimum vital quand même. J'ai un petit peu d'exigence. Non, le RSA, ça marche pas. J'ai besoin de faire des trucs. Mais Philippe, en même temps... Tu me déprimes. Bien sûr, ça déprime. Et ma femme, elle est encore plus déprimée que toi. Elle me dit, putain, tu fais chier quoi à la fin. Mais ce qui est chiant avec ça, c'est qu'on peut jamais pousser José Lito à quoi que ce soit parce qu'il s'en fout. Mais littéralement. Si tu veux lui faire un truc qu'il veut pas, tu peux lui faire miroiter tout ce que tu veux. Non, rien à foutre. C'est une catastrophe universelle. C'est pour ça que ne prenez pas des José Lito en CDI, c'est la plaie. Comme ça. Ça ne sert à rien. Il fait pas de politique, il fait pas de lèche, il passe pas la pommade. Rien à foutre. C'est une catastrophe universelle. C'est si tu m'écoutes, mon ancien directeur commercial me l'avait dit, il m'a dit, José Lito, t'es pénible. En termes de management, t'es pénible. T'es un compétiteur, mais si t'arrives pas premier et si tu peux aider quelqu'un à arriver premier, t'y vas. L'argent, c'est un levier sur lequel, mais rien du tout, parce que tu préfères ne pas gagner ta prime, mais que ton client soit content. Et l'ego... Tu as quand même réussi à gagner à peu près plus que tout le monde. Oui, mais peut-être, mais en même temps, il me disait, je peux pas t'attraper à la compète, je peux pas te rattraper à l'argent, je peux pas t'attraper à l'ego. T'es donc immanageable. Je dis, mais pourquoi tu veux me manager? Fous-moi la paix, donne-moi du pognon, une mission et laisse-moi partir. On revient sur du Girard, là. Voilà. Donc, ça n'a rien résolu. Comment on fait pour acheter alors, bon, lisez l'article. Philippe a rédigé un super article où il met en avant les avantages, les inconvénients de la plupart des solutions qu'on peut trouver sur le marché, à savoir embaucher dans le marketing. On est dans le marketing. Quelqu'un en CDI, en CDD, en freelance en France, en freelance offshore. T'as mis quoi pour les startups, pour les PME, pour les... Voilà. On peut tout mélanger. Envoyez vos commentaires pour qu'on l'améliore un peu. Si tu pousses cet article jusqu'au bout, tu pourras même, en fonction de la couleur de votre logo, il y a une solution pour vous. C'est super contenu. Je vais quand même donner ma méthode de pricing favorite, surtout pour les freelance. Ça marche pour les freelance, ça marche pour les petites agences. Et ça revient, comme tu dis, à cette notion de marché, de gré à gré aussi, et de se dire, qu'est-ce qui fait que tu es content de payer, je suis content d'acheter. Et c'est pour ça que le commerce, c'est finalement la paix dans le monde, si tu veux. Il y a un rapport de force, mais c'est un rapport de force qui se termine où les deux sont contents. Tu es plus content d'avoir donné ton argent que de l'avoir gardé, parce que tu voulais ce qu'on te donne en échange, et l'autre est plus content d'avoir ton argent que de ne pas avoir rendu le service. Donc si tu fais bien une négociation, tout le monde est content. Donc c'est un jeu à somme positive. Et d'ailleurs on le voit, on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'abondance, plus en plus de choses, plus en plus de qualité de vie, etc.
Il y a plein de pochettes de mauvaise qualité de vie, mais dans l'ensemble, l'ensemble total de bien-être augmente. Donc c'est bien qu'il y ait un jeu à somme positive quelque part, et je pense qu'il est dans cet effet de transaction. Et donc ma méthode de pricing idéale, c'est à chaque fois que tu fais une transaction, tu te demandes si tu vas regretter, et tu fais en sorte de ne jamais regretter si on te dit oui, et de ne jamais regretter si on te dit non, pour un même prix. Donc il faut trouver le prix idéal qui fait que tu ne regretteras ni le oui ni le non. Parce que si tu prices trop bas et que le client dit oui, et qu'après tu regrettes de devoir te farcir ce client pour ce prix-là, c'est que tu as mis trop bas. Donc la fois d'après, tu ajustes. Et vice-versa, si tu mets haut, parce que tu dis quand même, je les vaux bien, et qu'il refuse, putain, quand même, il était cool ce projet, c'est que tu as mis trop haut. C'est une des bases de la négociation raisonnée. Fischer et Uri, qui avait été traduit en France par la Mésor, la meilleure solution de rechange, et qui disait, voilà, n'entrez pas en négociation sans avoir un plancher, un seuil à partir duquel il n'y a plus de négociation, sachant que la négociation, c'est avant toute chose le maintien de la relation. La vraie négociation, c'est on communique, on continue à communiquer, on maintient la relation en permanence. Et toujours se préparer en négociation avec une meilleure solution de rechange. Alors c'est le mémotechnique, la Mésor en français, mais c'est vraiment de se dire, ok, il y a un seuil à partir duquel, par contre, je quitte la table des négociations, et là, on peut plus. Un seuil qui est plus facile à avoir si tu as une meilleure solution de rechange, qui en l'occurrence est d'aller passer du temps à aller chercher de nouveaux clients plutôt que de passer du temps à négocier avec quelqu'un qui ne te donnera pas ce que tu veux de toute façon. Voilà, et te dire, mais là, par contre, alors, ce qui peut parfois troubler, c'est quand tu... Alors, ça dépend de ton interlocuteur, mais quand tu es capable de poser ta meilleure solution de rechange sur la table, en disant, bah, par contre, là, j'irai pas. Ça sert à rien tout de suite. D'où mon envie sur LinkedIn d'aller indiquer mon prix et mes conditions en disant, par exemple, aujourd'hui, mais à partir de quelqu'un me dirait, José Lito, mais est-ce qu'un 5/5e c'est possible? Waouh! Si t'es pas torréfacteur, si t'as pas les chakras ouverts, ça va être très compliqué aujourd'hui de m'exciter sur autre chose que ça. Donc non, 4/5e. Tu mets dans ton article à un moment que le risque, quand tu recrutes quelqu'un dans une PME, c'est un risque d'endormissement intellectuel ou quelque chose dans le genre. D'intoxication. Mais clairement, tu vois, pour moi, ça a été une belle découverte de dire non, le 4/5e, ça me permet d'être là aujourd'hui avec toi et de dire dans ce temps-là, c'est une poche de réflexion, ça me permet d'ouvrir les chakras, d'être toujours à l'affût. Ça permet pour moi dans une organisation de ne pas être là. Il y a un jour où José Lito n'est pas là. Donc ça oblige Morgan, bonjour. Philippe, bonjour. Les semaines à thème. Il y a au moins une journée dans la semaine où le thème c'est je suis pas là. Donc faites sans moi. Non mais c'est super important. C'est super important T'imagines culturellement dans une organisation arriver à faire en sorte qu'une journée par semaine tu ne sois pas indispensable. Une journée ça passe vite quand même. Hein. Surtout au milieu de semaine. C'est pas toujours évident. Tu me demandes si j'imagine. Je veux dire, nous on est full remote depuis 2014. Oui. Moi je suis pas là 2 jours par semaine. Je suis dans la boîte mais je fais pas des opérations. Donc oui, j'imagine. Tu vois, Morgan il en parlait la dernière fois. Le vendredi, non, on travaille pas pour les clients, on travaille pour nous. Comment tu mets ça en place? Et ça, en fait, oui, bien sûr, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. La négociation raisonnée Fischer et Uri, ça crée un jeu à somme positive, c'est évident que ça en fait partie. Je pense que ça fait, en tout cas, je sais que ça fait maintenant quelques années. Je le pratiquais, je l'ai découvert, donc que j'ai travaillé, je me suis formé à la négociation raisonnée. On a eu un client qui était spécialisé dans 2017. Absolument. 2017, oui. Là, on part sur la négo. Je vais revenir sur cette histoire de prix, parce que justement, ce que je disais au début et ce que je disais à Thibaut, c'est ok, en tant que freelance, bien sûr, tu es une place de parking, tu dois te négocier le plus haut possible, tu dois continuer à monter cet escalier avec tous les caveats que tu as mentionnés, qui est je vais garder ma liberté en étant à un niveau qui me permet d'avoir peut-être une marge de manœuvre.
Ok. Mais en tant Ok. qu'agence et en tant qu'entreprise, en tant que start-up, en tant qu'organisation, quelque part, le prix devient une partie de ton marketing, comme Ferrari, d'une part, et il devient aussi un outil pour gérer la friction. Donc un prix plus bas va aussi réduire la friction. Et donc rendre les négociations plus rapides. Et quand tu es une entreprise et tu veux faire encore de cœur du marketing et pas de la vente, parce que le marketing c'est scalable et la vente ça ne l'est pas, idéalement tu n'as plus de vente du tout, tu n'as plus que du marketing, et ben, ça veut dire que le prix doit être juste et sans négociation. Tu n'as pas Mm. envie de négocier, alors tu as Non. l'équivalent d'une négo qui est plutôt une phase où tu vas convaincre, mais convaincre et négocier c'est pas tout à fait pareil. Mm. Une négociation dans la tête du client, mais à la fin il doit quand même... Bon, tu vois. Donc convaincre en marketing, c'est comme négocier, mais c'est pas négocier parce qu'il n'y a pas d'aller-retour, c'est à sens unique. Et arriver à faire ça, ça demande de comprendre ton client, Start with Human, de bien comprendre ta valeur et donc de savoir ce que tu vaux et ce que ça vaut pour les gens, pas ce que ça vaut pour toi, pas ce que ça coûte à créer, vraiment ce que ça vaut pour l'acheteur. De Mm. comprendre qui sont ces acheteurs, pourquoi ça vaut ça pour eux, de parfaitement le mettre en avant dans ton marketing et d'avoir des offres qui ont été en permanence améliorées pour... Donc tu vois, si tu veux être payé plus, quelque part, il faut une autre offre. Il faut une offre qui crée plus de valeur et qui n'est pas Mm. basée sur les coûts, mais sur la valeur créée. Et voilà, là, on rentre dans le cœur du marketing, de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, je pense qu'on a aussi autant d'abondance aujourd'hui. C'est que les gens ont continué à chercher comment je peux faire plus d'argent, alors que Marx se dirait, bah, les marges sont toujours tirées vers le bas. Donc, il faut toujours innover vers quelque chose d'autre qui crée plus de valeur. Et on finit par créer toujours plus de valeur. Pourquoi on paye des gens comme Stéphane Callot à faire du lean parce que ça crée plus de valeur. Mais cette valeur, à la fin, elle arrive bien quelque part, elle arrive chez l'utilisateur. Donc, parfois sur des objets inutiles, etc. Mais dans l'ensemble, on n'est pas trop mal. Et j'ai un MacBook sans ventilateur qui n'est pas branché là tout de suite. Merci Apple. Bonjour Stéphane. Stéphane, bonjour. Encore un quinquagénaire. Tu traînes avec beaucoup de quinquagénaires. Fais gaffe. Hein. C'est de ta faute. Donc ouais, la transition est là avec tout ce qui est offre, pricing, donc produit-prix dans le marketing mix. Et on revient au vrai marketing. Donc tu vois, et même un freelance finalement, un freelance qui veut scaler, si tu regardes les cours de scaling par The Family ou Sama, il te dit, bah, même en tant que freelance, t'as beau être une place de parking, il y a moyen de voir un truc un peu plus packagé, un produit qui est aligné sur une valeur spécifique, un pricing qui est moins basé sur tes heures et plus basé sur ce que tu fournis et la valeur que ça a pour ton client. Et ça rejoint aussi cette notion d'authenticité, tant à l'échelle de la marque que du freelance. Ouais, je l'ai trouvé moi dans le coaching. J'ai trouvé une espèce de pricing qui va bien et une fois que je suis à l'aise avec ça, c'est ce que tu disais, un benchmark is for losers. Je me pose pas la question si un coach HEC Si il est à le tant de marché l'heure ou si machin et si je casse le marché. C'est un prix aussi. C'est ce que finalement Thibaut dit en disant sois toi-même ou Naval. C'est-à-dire, pour moi, c'est un prix dans lequel je me sens à l'aise. Je me sens reconnu pour ma valeur. Et à partir de là, bah, je l'indique, tu prends pas. Et ce qui est fantastique, c'est quand ton client te dit j'ai besoin de ma dose de Joselito cette semaine et que tu dis mais t'as avancé là sur ce qu'on s'est dit. Non mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Voilà, ça donne ça. Non mais c'est pas grave. Ok, bah tu prends ta dose de Joselito parce que t'es là pour donner une énergie et t'arrives dans un espèce de moment où il n'y a plus de est-ce que j'en ai pour mon argent, est-ce que j'en ai pas pour mon argent, est-ce qu'il m'arnaque, est-ce qu'on est en train de faire un call qui va durer 1 heure ou 50 minutes ou je sais pas quoi. Il y a juste, bon, tiens, aujourd'hui je te donne mon impulsion, on va gratouiller ce sujet, etc. Bon, après structure un peu, mais c'est super agréable et franchement pour moi, pour que tu sois freelance, agence, salarié, dirigeante ou dirigeant, quel que soit... Faites en sorte d'arriver à cet état-là où vous avez juste du plaisir à travailler ensemble, à avancer sur quelque chose et comme on fait du marketing, à bien connaître vos clients, à leur proposer une expérience hors du commun. C'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà, alors l'expérience hors du commun, ça nécessite de travailler sur le business, sur les process, sur le produit, etc. Et donc ça nécessite une marge. Donc c'est là que la marge intervient. À l'échelle d'une personne comme d'une boîte, mais encore plus d'une boîte, c'est
quelle valeur tu arrives à créer qui va te permettre d'avoir plus de marge, qui va te permettre de créer plus de valeur. Donc là, il y a un cercle vertueux. Et c'est ça, un business qui réussit, c'est un business qui a trouvé ce cycle-là. Donc quand Bezos dit ta marge est mon opportunité, la réponse est ma marge est la preuve de mon authenticité. La marge est la preuve de mon... Putain, c'est Bezos, ça? Ou c'est Non, l'archer? c'est ma réponse à Bezos. Je me disais aussi... bien, bien. J'ai essayé de la faire en live. Mais oui, c'est l'idée, c'est quelle authenticité tu as, et même à petite échelle, qui va faire que tu es difficile à comparer. Donc il y a des gens qui te volent, ils sont peut-être pas très nombreux. Et petit à petit, ce surplus de valeur que tu as créé, tu vas pouvoir le réinvestir pour créer quelque chose d'encore meilleur. Pour plus de monde. Et comme il y a plus de monde, c'est peut-être un peu plus dur à négocier, donc tu vas peut-être te positionner un peu autrement dans le marché, rendre ton bénéfice un peu plus visible, et rendre ton prix un peu plus, comment tu dis, irrésistible. Ça me rappelle pardon, le truc, il arrive en plein milieu de nulle part. Arnaud Ciel, réussir le développement commercial, 4e édition, achetez-le. Mais au-delà de ça, Arnaud me disait il y a quelques années, quand je disais ouais, je vais être consultant plus tard quand je serai grand, etc., etc., il me dit mais quel est ton budget formation? J'ai dit pardon? Il me dit c'est quoi ton budget de formation à l'année? Je sais pas. Il me dit moi je mets 15 000 balles par an en formation. Je dis sérieux? Il me dit bah ouais, le gars te dit bah non, moi j'ai pas d'alternative que de prendre un pourcentage de mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, depuis que le compte formation moderne a été mis en place, c'est fou le nombre de boîtes qui se sont lancées pour exploiter cette nouvelle poche d'argent public. Grave. Ne parlons pas des SMS que tu reçois qui te disent vous en êtes où dans votre compte, vous en êtes où sur votre compte, votre CIP, je sais pas quoi, machin, que je vais finir par regarder à quoi ça ressemble. Bravo les gars, vous avez raison. Je vois ça de loin parce que je suis pas en France, mais... un truc de ouf, mais c'est un truc de malade. La quantité d'activités qu'il y a en France qui sont liées à choper des subventions de droite et épuiser des dotations de gauche, c'est assez fort. Et quand je dis droite et gauche, je parle pas de parti politique. Donc... Ouais, donc aussi, bien sûr, là aussi, quand tu es freelance, ce qui participe à ta valeur, et c'est pour ça que tu dois faire de la marge pour pouvoir te former. Ça demande de l'argent et du temps, qui est une ressource précieuse et rare pour tout le monde. Là, ça met tout le monde d'accord, entreprise, freelance, whatever. Non, il y a plein de gens qui embauchent des alternants, c'est qu'ils ont trop de temps. Faut qu'on fasse un sujet sur les alternants parce que franchement, mon Dieu. Les alternants, c'est très bien. Il y a juste un problème, c'est qu'ils alternent, quoi. Alors, il y a un problème, c'est qu'ils alternent. Et puis, et tu vois, en même temps, ce post-là, pour boucler sur LinkedIn, ça m'a fait rire les commentaires parce qu'en fait, d'un seul coup, va falloir que je remette un petit disclaimer dans ce post de 1, je suis pas au chômage, 2, je suis pas mort de faim, 3, je suis pas en train de chercher une corde et une poutre pour me pendre ou un arbre. Parce qu'en fait, ça a été ouah, mon pauvre, putain, c'est compliqué, tout, machin, tout un. Non, bonne nouvelle, tout se passe bien. Je sais même pas ce que ça. Mais ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, je vais me retrouver dans un contexte où on me dit non, mais tu comprends, Jolito, on aimerait bien bosser avec toi, mais t'as 50 ans, ça va pas le faire. J'irai voir mon coiffeur en disant Manu, tu peux me teindre les cheveux, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose pour moi. Mais j'ai un ami qui est plus jeune que moi, il a quel âge? Il a 32, je crois. Lui, par contre, il a pris un poste de directeur et il a comment on appelle ça? Il a les cheveux blancs, gris clair à 30 ans et quelques, quoi. Et donc, il a arrêté de se colorer les cheveux justement pour le coup. Pour faire plus senior. Son rôle de direction, exactement. Les cheveux, outils de positionnement pour les hommes. Carrément. Ça marche pas pour les femmes, c'est différent. Alors, si, ça marche. Il y a une grosse tendance sur le sujet. Là, faut que tu fasses un tour sur Instagram. Tu verras. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire ce post parce que j'ai vu tout un tas de commentaires qui étaient complètement à côté et finalement, je me dis mais. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question. Tous les quinquas qui ont en effet des problèmes sont venus chouiner dans tes commentaires. Oh bien, t'as trop. Un truc qu'on avait fait sur vous n'êtes pas formé depuis 15 ans, vous êtes resté dans la même boîte sans vous former depuis 15 ans. Donc ouais, c'est pas. Enfin, j'en sais rien, je suis pas dans la situation, donc j'imagine qu'il y a des tas de biais. Le marché de l'emploi français est truffé de biais. Enfin, j'ai l'impression. Et en même temps, marché, mais les boîtes qui fonctionnent bien, les boîtes qui ont besoin de compétences.
la bonne compétence au bon prix, dans l'ensemble, elles embauchent et elles payent, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, Il y a- et il y puis, a- c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de. C'est toujours. C'est une question de ta valeur, de celle que toi tu imagines. Et c'est plus C'est là-dessus vrai que qu'il faut aller bosser, quoi. là, on est sur des Après le reste. professions, travail de la connaissance, comme dirait Drucker aussi, mais c'est vrai qu'il faut se dire, ok, il n'y a pas que ça comme métier, tout le monde ne peut pas finir sa carrière à 60 ans en étant directeur machin, sinon il n'y aura plus que des directeurs machin dans chaque génération, enfin ça n'aurait aucun sens. Donc, bon, je sais pas, s'il y a un problème sur le marché ou pas, on gardera ça pour une autre fois. Pour une autre Moi fois, mais en tout j'ai cas, une petite chanson en conclusion. une chanson. Tu connais Didier Super, toi? Je suis pas très. Non, du tout. Je sais Alors, pas c'est un du très tout. grand artiste que je vous encourage à aller voir, qui a un D'accord. couplet qui est comme ça. T'es resté honnête avec les gens, alors que t'es le seul garagiste à 30 bornes à la ronde, et ben t'es con. Donc, j'ai l'impression de lire ça dans beaucoup de posts LinkedIn avec les freelances en mode Eh les gars, il y a pénurie sur notre marché et tu doubles pas les prix tous les 6 mois, mais t'es con. Exactement. Attends, c'est bon ça. Bon, bah écoute, je vais avancer de toute façon là sur LinkedIn, je vais m'amuser, hein. Donc cette conversation, elle reviendra. Mets ton article en ligne, il est top, il est vraiment top. Je pense que c'est Bien quand même entendu, il un sera truc. en dessous dans la Ouais, description, comme c'est d'hab. plus structuré que ce qu'on vient de mais on n'avait pas vocation à être structuré Heureusement. aujourd'hui, comme pas mal de jours. Mais C'est la base de Kestaf. ouais, il faut vraiment, par contre, que le marché continue à mûrir sur ces sujets-là. Des deux côtés, hein, de la plateforme, des producteurs et des consommateurs, il faut vraiment qu'il y ait un travail aujourd'hui de compréhension pour que ça fasse pas l'objet d'une discussion. Ni je suis freelance versus je suis salarié, ni je suis 25 ans sorti d'une école versus 50 ans bac plus zéro, la tête à Toto. Ça doit plus être l'objet de conversation sur les réseaux sociaux ni dans la vraie vie. En fait, Non. on doit Allez, passer. allez, on va faire une conclusion structurée, moi je vais te le dire comme ça. Ah, vas-y. Les freelance, il faut que les freelance, enfin pardon, il faut que les gens qui achètent c'est très structuré. Il faut que les gens qui achètent les prestations comprennent ce qu'ils achètent et donc se forment et continuent à se former. On voit qu'il y a une tendance en ce moment à se former, donc c'est très bien. Alors il faut arrêter de se former pour faire soi-même, ou en tout cas pas éternellement. Il faut commencer à se former pour savoir ce qu'on achète. Oui. Ça va créer un peu de sanity, de Ouais. raison sur le marché des freelance. Ça va équilibrer un petit peu le marché. On va savoir ce qu'on achète, on va l'acheter au bon prix, on va être capable d'évaluer les gens. Idem sur les autres gens qu'on embauche. On va embaucher des stagiaires et des alternants, mais pour faire des choses cohérentes avec leur niveau, leur rythme de travail et la loi française au passage, pour ceux qui sont en France. Voilà. Et par ailleurs, tout ce qui est agence et service d'externalisation du marketing d'une part, et tout ce qui est plateforme plus ou moins intégrée d'autre part, des coworkies à Upwork à Malte, donc coworkies un peu plus intégrés, Upwork et Malte un peu moins, des Comet pour le IT, et puis des gens comme nous qui faisons de l'externalisation semi-productisée, en tout cas très structurée, avec des outils entre deux, etc. Donc jico.co. Donc tous ces étages-là vont continuer à se structurer et nous, on va continuer à faire un travail énorme pour expliquer ce qu'on fait, créer des offres qui soient parfaitement alignées avec les besoins en face et avec le bon prix, un prix qui se négocie mais pas trop, ou qui se négocie pas du tout parce qu'il a été bien calculé, qu'il est à la bonne marge, qui permet de continuer à investir et que ce qui est délivré en face est raisonnable et une bonne alternative, que ce soit aux freelance, aux alternants, au CDI, au CDD, au temps partiel, à l'intérim, je sais pas si ça existe. Et puis à l'offshoring sur des plateformes comme Fiverr ou je sais pas quoi. Top, la conclusion structurée. Voilà ma vision de l'évolution du marché. Merci pour ta vision. Qu'est-ce que t'en penses? Coupe, c'est bon. Dans la boîte. Allez, Sinon, on va relancer le truc. Bon, allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, merci. On est spécialisé. Ciao, à la semaine prochaine.